Alors, Véronique Dupéré est chercheure titulaire à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la transition à l'âge adulte et co-titulaire du Myriagone, chaire McConnell, Université de Montréal, en mobilisation des connaissances jeunesse. Elle est également membre de l'Institut universitaire Jeunes en difficulté, du Centre de recherche en santé publique et du Centre de recherche interdisciplinaire sur la justice intersectionnelle, la décolonisation et l'équité, nommément nous, le CRIJAD. Ces travaux se centrent sur les contextes de développement des adolescents et jeunes adultes et s'insèrent dans une approche axée sur les parcours de vie. Alors, Véronique, bienvenue, puis on vous écoute. Parfait. Bonjour, merci tout le monde d'être là. Je vais faire le partage d'écran. Euh, OK, ça fonctionne. Oui, excellent. Donc, ben, merci beaucoup, Dia, de l'introduction. Effectivement, on va passer la prochaine heure à parler de la transition à l'âge adulte chez des jeunes qui sortent de l'éducation secondaire sans avoir eu un premier diplôme. J'étais vraiment contente d'avoir cette occasion-là d'en parler aujourd'hui pour présenter certains résultats saillants de travaux de recherche qu'on a menés sur ce sujet-là dans les dernières années, puis peut-être ouvrir un peu là, certaines questions que ces résultats-là posent pour pouvoir en venir à une discussion vers la fin. Termine le son à votre place. Oui, j'ai mis. Pardon? Peut-être couper, pouvez-vous vous assurer tout le monde que vous avez désactivé le son sur vos ordinateurs, s'il vous plaît? C'est bon? OK. Parfait. Donc, oui, c'est ça. Fait qu'en fait, je comprends que j'ai environ là, une quarantaine de minutes pour faire la présentation. J'ai probablement trop de matériel, mais en tout cas, je vais m'assurer là, de laisser un espace à la fin là, pour qu'on puisse avoir une discussion intéressante aussi, parce que je voyais ça comme une occasion justement là, de pouvoir partager certains enjeux et questionnements qu'on a dans le cadre de nos projets. En fait, c'est ça, la transition à l'âge adulte, c'est une période des parcours de vie qui est vraiment très dense sur le plan éducationnel et vocationnel aussi, au sens où il y a beaucoup de choix, de décisions importantes qui se prennent à ce moment-là, puis qui vont avoir des répercussions sur les carrières, notamment par la suite. Puis, c'est sûr qu'il y a certaines situations de vie qui peuvent rendre, en fait, restreindre, si on veut, là, les opportunités qui sont offertes aux jeunes lors de cette transition-là. C'est certain que le fait de ne pas avoir un premier diplôme secondaire selon le calendrier habituel, c'est une situation qui peut restreindre significativement les options là, qui sont offertes. Donc, pour le reste de la présentation, on va essayer de comprendre un petit peu ben, comment cette transition-là peut se vivre chez les jeunes qui sont dans cette situation-là pour peut-être éventuellement arriver à dégager des moyens pour mieux accompagner et soutenir ces transitions-là aussi. Juste pour mettre un peu la table là, avant de rentrer vraiment dans des résultats de recherche, c'est important de mentionner que euh, le fait de ne pas avoir de diplôme d'études secondaires, on pourrait penser que c'est relativement rare parce que les niveaux d'éducation globalement sont vraiment en hausse depuis plusieurs décennies, en fait, au Québec, au point où aujourd'hui, les jeunes qui transitionnent vers le marché du travail, en majorité aujourd'hui, ont au moins un diplôme d'études collégiales au moment là, de rentrer à temps plein sur le marché du travail. Donc, autrement dit, les études postsecondaires sont devenues normatives là, dans notre société aujourd'hui. Mais malgré ça, il y a à peu près un jeune adulte sur cinq qui n'a pas un diplôme d'études secondaires au moment d'atteindre l'âge de 20 ans. Fait qu'en un sens, pas avoir de diplôme d'études secondaires aujourd'hui, c'est encore un plus grand écart par rapport à la majorité des jeunes que c'était par le passé, là, compte tenu des niveaux d'éducation qui augmentent toujours, mais ça concerne un nombre important de jeunes là, qui sont en transition aujourd'hui. C'est sûr aussi que le fait de ne pas avoir de diplôme d'études secondaires, souvent les jeunes qui sont dans cette situation-là arrivent avec un bagage significatif. Ça se traduit souvent en situation de vie complexe que les jeunes ont pu traverser depuis le primaire puis le secondaire. Il y a une surreprésentation aussi des jeunes qui proviennent de familles avec des ressources économiques et éducatives qui sont moindres. Et il y a une surreprésentation aussi de jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage ou qui vivent des situations de handicap aussi
Donc, tout ça pour dire que le bagage avec lequel les jeunes arrivent dans cette situation-là, souvent est relativement complexe et lourd. Puis, donc ça, c'est dans un premier temps, mais par la suite, souvent, ça va se répercuter aussi avec les chances d'insertion en emploi. Bien, premièrement, aux études postsecondaires, là, c'est sûr que c'est un prérequis pour poursuivre ces études par la suite, là, qu'il y a d'abord le diplôme d'études secondaires. Et c'est sûr qu'ensuite, pour avoir accès aux emplois dans un monde où le marché du travail se complexifie, les exigences éducatives sont toujours en augmentation, mais c'est difficile de se trouver un emploi qui est satisfaisant en n'ayant pas là, de diplôme d'études secondaires. Donc, l'accès aux emplois les mieux payés puis qui peuvent soutenir la participation sociale puis la santé mentale aussi, c'est beaucoup plus compliqué dans ce type de situation-là. Donc, autrement dit, l'absence de diplôme, c'est reconnu comme étant un aspect qui contribue à la reproduction des inégalités socio-économiques d'une génération à l'autre. Pour cette raison-là, c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup penchée dans les dernières années et au sein de mon laboratoire avec les étudiants. On travaille depuis quasiment 10 ans maintenant sur le projet Parcours qui vise à suivre les transitions à la vie adulte de jeunes qui n'ont pas d'emblée, selon le calendrier habituel, obtenu un diplôme d'études secondaires. Donc, dans le cadre du projet, ce qu'on a fait, c'est on a suivi des jeunes à partir du moment où ils arrivaient vers la fin du secondaire jusqu'à vers la mi-vingtaine en faisant plusieurs entrevues au fil du temps. Les participants au projet provenaient d'écoles qui étaient situées dans des milieux socio-économiques plus défavorisés, d'écoles publiques aussi. Puis il y a vraiment une surreprésentation dans l'échantillon de personnes qui présentaient certaines vulnérabilités sur le plan scolaire. Le but de mener ces entrevues-là au fil du temps, c'était de comprendre les différentes pistes que les jeunes adultes pouvaient mobiliser pour soutenir leur transition vers la vie adulte, leur bien-être, puis l'atteinte de leurs aspirations dans cette transition-là, autant au sein du système éducatif qu'à l'extérieur aussi, là, via, par exemple, le monde du travail. Donc, pour la suite, je vais présenter certains résultats saillants, puis un peu comment on les interprète jusqu'à date, comment on les situe dans une littérature un peu plus large aussi. Un premier constat qu'on peut tirer des différents projets qui se sont appuyés sur le projet Parcours depuis le début, c'est que, en fait, les jeunes sont extrêmement conscients des difficultés qui viennent avec l'absence de diplôme d'études secondaires. Et ça va se manifester notamment par le fait que à peu près tous les participants du projet qui n'ont pas obtenu leur diplôme à temps ont fait des efforts significatifs pour obtenir un diplôme ou une qualification par la suite. Donc, il y a beaucoup de réinscriptions dans d'autres programmes ensuite pour tenter d'avoir un diplôme d'études secondaires parce que je pense que l'idée que ce n'est pas favorable de ne pas avoir ce diplôme-là qui est comme, disons, une espèce de passeport ou laisser-passer minimal pour accéder à l'emploi, c'est très, très bien perçu, intégré et compris des jeunes qui sont dans cette situation-là. Maintenant, les différents parcours que les jeunes vont emprunter pour poursuivre des études peuvent être très variables, puis vont mener aussi à des issues qui sont très variables, qui peuvent être plus ou moins satisfaisantes du point de vue des jeunes eux-mêmes. Donc, je vais essayer de vous faire un petit portrait du type de trajectoire de transition qu'on a pu voir dans le projet Parcours, puis à quoi c'est associé sur un plan de bien-être, notamment, puis d'atteindre des objectifs de vie. Donc, ici, ce que cette diapositive-là représente, c'est les différents parcours de transition possibles au Québec. Donc, tout en haut, on a le deuxième cycle du secondaire que tout le monde connaît. Donc, c'est l'école secondaire habituelle à laquelle à peu près tous les adolescents par laquelle tous les adolescents vont passer. Donc, normalement, au terme du deuxième cycle du secondaire, quand on arrive au secondaire 5, on finit la formation, on obtient un diplôme d'études secondaires. Puis pour la majorité des élèves au Québec, c'est ce qui va se passer en arrivant vers la fin de l'adolescence. Donc, le diplôme d'études secondaires ou le DES. Ensuite, pour la majorité des jeunes, ça va impliquer une transition vers la formation collégiale puis vers l'université. Donc, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est rendu ce parcours de transition-là, en fait, est rendu normatif au sens où c'est une majorité de jeunes qui vont passer, en fait, qui vont obtenir un diplôme d'études collégiales ou universitaires. Donc, ça, c'est la trajectoire, disons, normative aujourd'hui au Québec.
Maintenant, dans le cadre du projet Parcours, cette voie directe-là d'accès au cégep n'était pas possible pour plusieurs participants au projet parce qu'ils n'avaient pas obtenu un DES dans les temps là, au moment d'arriver à la fin de l'éducation secondaire obligatoire. Puis à ce moment-là, il y a deux types d'options qui s'offrent dans le système éducatif. Il y en a un qui passe par la formation générale des adultes. La formation générale des adultes, c'est l'équivalent de la formation des jeunes, c'est les mêmes objectifs pédagogiques, ça va mener au même type de diplôme général qu'un diplôme de secondaire 5, par exemple. Il y a un autre type de formation qui est possible aussi, qui est la formation professionnelle, où là, c'est des formations qui sont plus spécialisées vers des métiers spécifiques, comme exemple la mécanique automobile. Par exemple. Donc, dans le cadre du projet Parcours, on a considéré ces deux types de voies-là. La chose qu'on a remarqué, c'est qu'il y en avait une des deux qui était vraiment plus souvent empruntée que l'autre. C'est celle qui passe par la formation générale des adultes. En un sens, ce n'est pas surprenant que ce type de formation-là soit plus fréquent, compte tenu que, en fait, c'est celle qui permet d'avoir un parcours qui ressemble le plus à celui de la majorité des jeunes. Donc, les jeunes peuvent avoir acquis des retards scolaires ou accumuler des retards scolaires pour toutes sortes de raisons. Puis, il y en a qui peuvent utiliser la formation générale aux adultes pour poursuivre via le même type de formation que la plupart des jeunes au Québec, mais en faisant un petit détour, si on veut, par la formation générale des adultes. Ça, dans le cadre du projet, on a pu voir des jeunes qui ont très bien réussi en empruntant un parcours comme celui-là. Puis ça, bien, ça souligne le fait que ce type de parcours-là, qui donne un peu plus de temps, puis des deuxièmes chances, là, si on veut, pour pouvoir obtenir son diplôme d'études secondaires, puis ensuite avoir un accès au post-secondaire pour des clientèles qui n'étaient pas nécessairement les clientèles traditionnelles des institutions postsecondaires, bien, c'est super important. Puis je pense que il y a une sensibilisation importante dans les cégeps et les universités quant à la nécessité de soutenir l'accès et la réussite de clientèle non traditionnelle en offrant, par exemple, des soutiens pédagogiques, des adaptations, des soutiens psychologiques aussi. Et ça, donc, j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui parce que je pense que ce sujet-là, il est quand même bien connu puis bien traité aussi. Puis déjà, nous-mêmes, dans nos propres institutions, là, on peut voir un peu là, comment tout ça se déploie. Ça, c'est absolument nécessaire parce qu'il y a plusieurs jeunes qui peuvent avoir des aspirations et des intérêts pour les études postsecondaires. Donc, ce type de trajectoire-là doit être tout à fait là, soutenu. En même temps, ce qu'on a observé dans le cadre du projet, c'est qu'il y a beaucoup de participants qui se dirigeaient vers la formation générale des adultes pour obtenir leur diplôme d'études secondaires, en fait, qui ne se dirigeaient pas vers les formations collégiales ensuite. On était plus dans une situation comme ça, dans bien des cas, où la formation générale des adultes, complétée ou non, souvent, la suite, c'était une sortie vers le marché du travail directement avec ou sans diplôme d'études secondaires. Puis dans ces cas-là, je vais présenter des exemples tout à l'heure, puis un peu plus formellement, mais souvent, les sorties vers le marché du travail n'étaient pas très satisfaisantes là, pour les élèves qui passaient par la formation générale des adultes, mais qui ne poursuivaient pas par la suite vers d'autres types d'études. Donc, pour illustrer un peu à quoi ça peut ressembler dans ces cas-là, ça, c'est une situation vécue là, par une personne qui a participé au projet, donc, mais qui représente quand même là, des situations qu'on a pu voir relativement fréquemment. C'était un élève au secondaire, vers la fin du secondaire, 16-17 ans à peu près, qui avait un historique de redoublement, puis aussi qui avait reçu des services d'adaptation scolaire, puis s'était trouvé en situation d'abandon avant l'obtention d'un premier diplôme, donc en situation de décrochage. C'était un participant qui avait une certaine expérience d'emploi, mais relativement limitée au secondaire, qui vivait aussi avec plusieurs situations qui n'étaient pas nécessairement faciles au niveau du soutien familial, puis dans d'autres sphères de vie. L'ensemble de ces expériences dans ces différents domaines-là, au moment du secondaire, n'avait pas permis encore de formuler un plan d'avenir qui était très clair pour la suite, là, quand ce participant-là est arrivé vers la fin de son parcours au secondaire. Quand on l'a revu à la mi-vingtaine, ben, c'était une personne qui avait fait différentes tentatives de retour vers la formation générale aux adultes, mais qui n'avait jamais été complètement terminée. Donc, le diplôme n'avait pas été obtenu. Puis à ce moment-là, son plan d'avenir, c'était d'aller faire une formation professionnelle éventuellement, mais ce n'était pas encore en cours au moment où on l'a rencontré.
c'était une personne qui était en emploi, donc qui travaillait à temps plein, mais dans 2 emplois différents qui étaient perçus par la personne elle-même comme des emplois en attendant d'avoir mieux. Là. Donc, c'était plus des emplois alimentaires. Puis, c'était accompagné sur le plan plus personnel ou psychologique d'un sentiment d'épanouissement qui était plutôt faible. Puis, un statut socio-économique perçu aussi. Donc, autrement dit, quand cette personne-là se situait un peu sur l'échelle socio-économique, ben, elle trouvait qu'elle était vraiment moins avancée que d'autres personnes du même âge. Donc ça, malheureusement, c'est un type de situation qu'on a vu quand même assez souvent avec des transitions vers le marché du travail qui n'étaient pas nécessairement entièrement satisfaisantes, comme dans ce cas-ci. Par contre, il y a un petit nombre de participants qui ne passaient pas par la formation générale des adultes, mais qui allaient plus vers la formation professionnelle. Mais là, c'était très rare. Donc, c'est une option qui n'était pas nécessairement choisie très souvent par les participants au projet. Puis là, ben, quand cette option-là était choisie, c'était souvent dans le but de faire une sortie rapide vers le marché du travail sans nécessairement passer par le cégep et l'université. Ce qu'on a observé généralement, c'est que ces sorties-là vers le marché du travail après une formation professionnelle avaient tendance à être beaucoup plus satisfaisantes à différents égards là, du point de vue des jeunes eux-mêmes. Les formations professionnelles, peuvent quand même mener vers une formation collégiale aussi par la suite, mais la plupart du temps, c'était vraiment plutôt là, les sorties directes vers le marché du travail qui étaient favorisées pour les jeunes qui ont suivi ce type de formation-là. Pour illustrer un peu plus concrètement ce à quoi ça peut ressembler, ça, c'est un autre exemple tiré du projet d'une personne qui était aussi, vers la fin du secondaire, qui avait un profil scolaire un peu similaire avec un historique de redoublement puis un abandon avant l'obtention d'un premier diplôme. Ici, c'était un élève qui avait des atouts par ailleurs, qui avait occupé une variété d'emplois, qui avait un bon soutien familial puis une implication dans d'autres domaines aussi, dans le domaine sportif dans ce cas-ci. Ces diverses expériences-là avaient permis de formuler un plan d'avenir qui était quand même très clair dès la fin du secondaire, ce qui n'est pas habituel. Là. La plupart du temps, les plans d'avenir ne sont pas si clairs que ça à ce moment-là, mais dans ce cas-ci, oui. Et plus tard, quand on a refait une entrevue avec cette personne-là à la mi-vingtaine, ben, le plan d'avenir avait été mis en action, puis était comme en voie de se réaliser. La personne avait obtenu un diplôme d'études professionnelles, puis une attestation aussi dans le secteur de la construction, travailler dans ce domaine-là. Et il y avait un plan d'avenir qui consistait, dans le fond, à poursuivre et développer sa carrière dans ce domaine-là. Puis c'était accompagné d'un sentiment d'épanouissement qui était élevé, de satisfaction générale envers la vie, puis un statut socio-économique perçu aussi qui était assez élevé aussi là, au moment de cette entrevue-là. Donc, la personne, en se comparant aux autres, trouvait qu'elle était quand même bien située par rapport à sa situation socio-économique. Donc, ce type de trajectoire-là, axée sur l'insertion rapide en emploi, on en a vu un certain nombre. On a voulu, en fait, se pencher sur ces situations-là parce que ce qu'on trouvait, c'est que c'était beaucoup moins documenté dans les écrits scientifiques, mais aussi dans le discours public en général. On en entend moins souvent parler, puis c'est vraiment moins connu. Donc, on voulait prendre le temps de documenter ces trajectoires-là aussi parce que c'est une forme de mobilité sociale aussi qui peut être très bienvenue. Puis en fait, on constatait de différentes façons là, dans le cadre du projet que parfois les choix de programmes que les jeunes faisaient ne reflétaient pas toujours une connaissance détaillée des situations, puis ils pouvaient parfois se faire en s'appuyant sur des croyances qui étaient assez répandues chez les jeunes, chez les parents aussi. Et ce n'était pas nécessairement toutes les options là, qui pouvaient être considérées au moment là, de faire les choix. Puis ce que ça pouvait donner comme résultat, c'est un peu comme on a vu tantôt, c'est qu'il pouvait arriver qu'il y ait des ressources qui soient investies en années et en argent dans des programmes qui n'étaient pas nécessairement choisis par choix ou par désir d'étudier, mais plus par crainte de se retrouver dans un cul-de-sac en bout de ligne. Là. Donc, ça, c'est une représentation de la mobilité intergénérationnelle qui ne vient pas de notre projet. J'aimerais savoir une belle figure comme ça, qui provient des données de mon projet, mais qui illustre bien différentes sortes de mobilité sociale qui peuvent exister en matière d'accès à l'emploi. Donc, ça, c'est une figure qui a été réalisée dans le cadre d'un projet qui a été mené en Angleterre. Donc, c'est un contexte qui est complètement différent, mais qui illustre bien la mobilité intergénérationnelle
en matière d'emploi. Donc, ce qu'on a à gauche, c'est le prestige, les professions de la première génération, donc des parents. Puis à droite, c'est les destinations de la génération qui suivent. Puis ce qui est intéressant dans cette figure-là, c'est que c'est organisé en fonction de l'obtention ou non d'un diplôme postsecondaire. Si on va voir, dans le cadre du projet Parcours, on s'intéresse en particulier à la mobilité chez des jeunes qui pouvaient provenir là, de milieux socio-économiques qui étaient plus défavorisés, donc ici, qui sont représentés en rose dans la figure. Ce qu'on peut voir, c'est que la mobilité, il y en a une partie qui passe par les diplômes universitaires, donc une mobilité ascendante qui peut passer par là, mais il y a aussi beaucoup d'autres formes de mobilité qui passent par d'autres canaux qui, à ce moment-là, sont beaucoup moins bien connus. Puis en termes de mobilité, il y avait quand même un nombre important là, dans cette étude-là de personnes qui avaient une mobilité ascendante en passant par d'autres canaux, mais ces canaux-là sont comme beaucoup moins documentés. C'est pour cette raison-là là, qu'on s'est penché un peu plus là-dessus, puis c'est aussi pour ça que je me penche plus sur ce type de mobilité-là dans la présentation d'aujourd'hui. Donc, un objectif important dans le cadre du projet Parcours, c'était de comprendre si ça existait vraiment, là, il y avait des possibilités d'accès rapide en emploi qui étaient en phase avec les aspirations, les projets de vie. C'était quoi le potentiel de ce type de transition-là? C'était quoi les limites aussi qui étaient associées à ça? Les différents écueils et enjeux qui pourraient être rencontrés en cours de route. Là, j'ai présenté des exemples, mais c'était un peu plus anecdotique là, comme présentation, mais là, je vais présenter des résultats qui s'appliquent plus largement là, à l'ensemble des jeunes qui participent au projet. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est documenter les trajectoires de transition entre de transition vers l'âge adulte à partir du secondaire, puis dans les années qui ont suivi. Puis la méthode qu'on a utilisée pour aller documenter ça là, de façon plus scientifique, c'est d'utiliser l'analyse de séquence, qui est une analyse qui permet de vraiment documenter l'évolution de statut au fil du temps. Puis dans le cadre du projet, on a regardé l'évolution de statut en éducation et en emploi sur 4 ans là, pour la première analyse qu'on a faite là-dessus. Puis on a considéré 5 statuts différents aux études et en emploi qui étaient possibles et qui sont représentés là avec des couleurs. Puis les couleurs sont importantes parce qu'elles vont être reprises là, dans la figure que je vais vous montrer tout de suite après. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait des statuts qui pouvaient être aux études secondaires ou aux études postsecondaires. Donc, c'est 2 statuts aux études. Ensuite, en emploi, puis là, ça c'est important, là, on a fait une distinction. On n'a pas juste regardé si les jeunes étaient en emploi ou non, mais on a vraiment regardé comment cet emploi-là était perçu du point de vue des jeunes eux-mêmes. Et là, c'était à savoir si l'emploi qu'ils occupaient, ils considéraient que c'était comme un vrai travail qui était en lien avec leurs objectifs professionnels ou si c'était seulement un emploi en attendant de trouver quelque chose de mieux, donc un emploi plus de type alimentaire. Finalement, il y avait la catégorie qui était ni aux études ni en emploi. Celle-là, on en entend souvent parler, mais nous autres, on postulait que c'était peut-être que d'être dans un emploi en attendant, par exemple, est-ce que c'était vraiment plus favorable que d'être ni aux études ni en emploi? On voulait être capable de pouvoir faire là, des distinctions plus fines au niveau des trajectoires d'emploi. Donc, c'est ça, la situation ni aux études ni en emploi, il y a beaucoup de travaux qui se centrent sur cette situation-là en disant que surtout quand elle est prolongée et qu'elle n'est pas choisie, bien, que ça peut être une situation qui n'est pas favorable, au sens où, surtout quand ça perdure pendant plusieurs années, ça peut être difficile après de retourner vers le milieu du travail. Donc, on a dérivé des trajectoires de transition en considérant ces 5 situations-là. Et ça, c'est le profil qu'on a obtenu avec ça. Donc, l'analyse permet d'établir une typologie, dans le fond. Puis dans cette typologie-là, il y a eu 5 types de trajectoires qu'on a pu voir auprès là, des jeunes qui ont participé. Puis ça, c'est ce qu'on voit dans le fond sur l'axe en bas, c'est le temps qui s'écoule. Donc, ça, c'est 4 années. Puis ça, les couleurs représentent les statuts là, qui sont reproduits ici. Donc, en bas, ce qu'on voit, c'est une proportion des jeunes se sont retrouvés dans une situation qui était à l'extérieur de l'éducation et de l'emploi pendant des périodes prolongées. Mais ce que je trouve peut-être particulièrement important de souligner aujourd'hui, c'est que ce n'était pas la seule trajectoire là, qui pouvait être problématique.
au sens où, pour les jeunes, par exemple, qui étaient en emploi, ben, il y en avait une proportion importante qui se retrouvait dans des emplois qui étaient vus comme des emplois en attendant. Donc, le fait d'être au travail, c'était pas en soi, ça impliquait pas que les choses allaient nécessairement bien parce que les situations d'emploi n'étaient pas nécessairement satisfaisantes. Puis, pour ceux qui étaient en éducation non plus, les trajectoires n'étaient pas toujours idéales. Comme on peut voir dans la trajectoire ici, celle-là, dans le fond, en jaune, c'est des jeunes qui sont en éducation de niveau secondaire. Donc, dans ce cas-ci, ça veut dire en formation générale des adultes ou en formation professionnelle. Mais on peut voir que pour certains jeunes, ces parcours-là en éducation pouvaient s'étirer sur vraiment des très longues périodes de temps, alors que normalement, c'est des programmes qui sont conçus pour être relativement courts. Donc, ça veut dire que c'est pour plusieurs élèves, là, ça peut requérir vraiment un investissement en temps significatif en éducation secondaire. Donc, globalement, en un sens qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment place à amélioration dans l'accompagnement des jeunes là, dans la transition postsecondaire parce qu'il y a beaucoup de types de trajectoires qui représentent une proportion importante de l'échantillon qui était problématique à un égard ou à un autre. Par contre, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait l'idée de s'insérer positivement en emploi rapidement, ça existait, c'était possible. Il y avait une petite proportion de l'échantillon qui ont vécu ce type de transition-là, mais c'était rare en même temps. Donc, c'était 10% de l'échantillon qui ont pu s'insérer dans un emploi qu'ils considéraient comme satisfaisant de leur propre point de vue. Il y a aussi des jeunes qui passaient par l'éducation postsecondaire, mais au moment où on a fait ces analyses-là, ils n'étaient pas rendus encore au bout de leur parcours. C'est aussi pour ça que je ne vais pas en parler en détail aujourd'hui. Donc, pour ceux qui étaient dans le parcours axé sur l'emploi, ben, ce qu'on a voulu voir, c'est important de comprendre que c'était la perception des jeunes de leur emploi, mais on a voulu voir comment ça se reflétait dans d'autres caractéristiques de l'emploi, comme les salaires le plus structurels. Et effectivement, les jeunes qui étaient dans cette catégorie-là par rapport à ceux qui occupaient un emploi qui était vu comme en attendant, mais c'est vraiment associé à des salaires qui étaient meilleurs, aussi à des emplois qui étaient à temps plein comparativement à temps partiel. Puis il y a vraiment une diversité de secteurs d'activité qui étaient représentés, mais le secteur modal, c'était la construction dans cette catégorie-là. Donc, d'où l'exemple que je vous ai présenté tantôt là, qui représente un peu ce type de parcours-là, mais il y a vraiment une diversité aussi à l'intérieur de la catégorie. Puis là où on a été surpris des résultats qu'on a eus, mais peut-être qu'on n'aurait pas eu à être surpris, là, mais c'est que quand on regardait les profils de santé mentale, en fait, parmi toutes les trajectoires qui ont été dérivées, celles qui étaient axées sur l'insertion rapide en emploi, en fait, les jeunes qui étaient associés à cette trajectoire-là, ce sont ceux et celles qui présentaient le meilleur profil sur le plan de la santé mentale que toutes, comparativement à tous les autres profils qu'on avait dérivés. Donc, c'est des jeunes qui, sur le plan subjectif puis du bien-être, qui allaient bien subjectivement. Maintenant, quand on a voulu aller voir un peu, mais c'était quoi les antécédents puis qui facilitaient l'insertion rapide en emploi, dans un emploi qui était perçu par les jeunes comme étant relié à leurs objectifs de carrière, bien, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait différents facteurs qui étaient associés à cette trajectoire-là. Mais le facteur qui était vraiment le plus fortement associé, puis là, vraiment fortement, c'était le fait d'avoir un diplôme d'études professionnelles. Donc, il semble que cette trajectoire éducative-là, c'est un peu son but, là, avoué, de faciliter les trajectoires d'insertion vers un métier rapide. Bien, il semble que ces formations-là réussissent à atteindre cet objectif-là, au moins au sein de notre échantillon. Donc là, ici, j'ai mis un petit peu plus de détails, mais quand je dis que c'était fortement lié, c'était vraiment fortement lié au sens où le rapport de cote ou le odds ratio, c'était de 13 entre la formation professionnelle puis l'engagement sur une trajectoire de ce type-là. Un rapport de cote de cette ampleur-là, moi, dans mes travaux, c'est vraiment très rare. Je pense que je n'ai jamais vu ça, en fait, là, dans un autre, dans quelconque autre projet. Donc, le lien était vraiment très, très fort. Puis en même temps, c'est là qu'il y avait un peu une espèce d'opposition au sens ou de situation qui n'était pas toujours facile à comprendre, c'est que même si la formation professionnelle pouvait offrir un levier intéressant pour l'insertion au travail, c'est qu'elle était rarement empruntée
par les participants, puis souvent après de longs détours par d'autres expériences en éducation ou en emploi. Donc, par exemple, à l'âge de 20 ans, c'était 8 de l'échantillon qui avait un diplôme professionnel à ce moment-là. Fait que ça a augmenté avec le temps, mais ce n'était pas nécessairement là, une voie de formation qui était empruntée rapidement par beaucoup de participants. Donc, ces résultats-là ont soulevé un certain nombre de questions. Bien, d'abord, est-ce que c'est robuste? C'est sûr qu'on observait ça dans notre échantillon, mais est-ce que ce type d'observation-là, des avantages dans certains contextes, la formation professionnelle, est-ce que ça se retrouvait aussi par ailleurs? Et si oui, pourquoi un peu, c'est quoi les pistes d'explication pour comprendre pourquoi la formation professionnelle était si rarement choisie là, comparativement à d'autres options? Et en fait, quand on va consulter d'autres types d'études réalisées dans d'autres contextes avec des approches méthodologiques différentes, bien, ce résultat-là revient dans la littérature sous différentes formes, puis depuis longtemps aussi. Donc, nous, on l'observe avec un échantillon qui dans le fond, une étude récente. Là, les entrevues sont récentes. Mais ici, j'ai mis un extrait qui avait été mis en exergue dans le cadre d'une étude qualitative qui était basée sur des entrevues faites au début des années 2000 avec des sortants sans diplôme, soit du secondaire ou du collégial dans ce cas-ci. Mais c'est un peu une des conclusions de cette étude-là. C'était aussi que le passage par les formations professionnelles et techniques peut vraiment être un atout. Dans ce cas-ci, c'était pour l'accès en emploi. Mais nous, dans notre étude, c'est l'accent d'emploi en plus qui était vu là, comme étant significatif puis axé sur une carrière souhaitée. Donc, ça, c'était une approche peut-être plus qualitative. Mais aussi, si on adopte une approche qui est vraiment plus populationnelle, puis qu'on regarde un peu les avantages qu'on a trouvés de la formation professionnelle, si on peut les voir par ailleurs aussi le plus globalement sur une population, ben, on peut voir aussi d'autres données qui viennent appuyer au moins les avantages salariaux de la formation professionnelle par rapport à d'autres types de formations. Donc, ça, c'est des données populationnelles qui ont été compilées par Statistique Canada cette année, qui représentent l'évolution des salaires au fil d'une carrière en fonction du niveau d'éducation. Donc, ce qu'on peut voir à gauche, par exemple, c'est les personnes qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires. Complètement à droite, c'est les personnes qui ont un diplôme universitaire au moins de niveau baccalauréat. Puis ce que ça représente, dans le fond, c'est l'évolution des salaires au fil d'une carrière. Donc, en bleu ici, c'est de 15 à 19 ans, puis c'est des tranches de 5 ans comme ça jusqu'à l'âge de 60 à 65 ans en fin de carrière. Donc, on voit un peu l'évolution des carrières, des salaires au fil des carrières. Et puis, je voulais juste attirer votre attention sur certains éléments en lien avec la formation professionnelle. Donc, c'est intéressant de la comparer avec les situations d'éducation qui sont les plus rapprochées, c'est-à-dire avoir un diplôme d'études collégiales qui est représenté ici ou avoir un diplôme d'études secondaires seulement, mais pas avec une formation, donc générale dans le fond, là, pas avec une formation professionnelle. Ce qu'on peut voir aussi, ça reflète un peu ce qu'on a vu dans le projet, au sens où pendant toute la durée des carrières, avoir un diplôme d'études, ceux qui ont un diplôme d'études professionnelles en moyenne ont un salaire plus élevé que les personnes qui ont un diplôme d'études secondaires générales. Donc, si on compare la formation professionnelle avec la formation générale de niveau secondaire, c'est plus avantageux en moyenne, les formations professionnelles. Mais aussi, ce qui est intéressant quand on regarde les petites bandes en fonction de l'âge, c'est on peut voir que pendant la première moitié de la carrière, donc à peu près entre l'âge de 20 et 40 ans, les personnes qui ont un diplôme d'études professionnelles, en fait, gagnent des salaires plus élevés ou aussi élevés que les personnes qui ont un diplôme d'études collégiales. Donc, ça peut donner, si on veut, dans la vie, le fait d'avoir des meilleurs salaires plus tôt, bien, ça peut avoir toutes sortes d'avantages sur le plan économique, évidemment. Donc, après ça, les personnes qui ont obtenu un diplôme d'études collégiales vont gagner des meilleurs salaires plus tard en carrière, mais c'est potentiellement compensé par certains avantages qui sont vécus plus tôt. Donc, sur un plan populationnel, l'espèce d'avantage des formations professionnelles, au moins au niveau salarial, c'est confirmé aussi là, avec des approches de ce type-là. Puis nos travaux à nous, ce que ça laisse suggérer, c'est que ça permet aussi d'avoir accès à des carrières qui sont plus signifiantes. Puis juste pour terminer là-dessus, je présente d'autres résultats qui vont un petit peu dans le même sens, mais que je trouve intéressant parce que là, ça fait une distinction par secteur d'activité.
Ça, c'est des données qui proviennent des États-Unis, mais où on voit, là, c'est une question de salaire aussi avec l'évolution dans le temps du temps depuis la fin de l'école secondaire. Puis ce qu'on peut voir ici, ça, les petits triangles orange, c'est avoir un diplôme d'études secondaires générales. Puis après, les ronds orange, bien là, c'est une formation professionnelle, euh, un diplôme d'études professionnelles. Puis après, ce qu'on peut voir aussi, c'est que les personnes avec un diplôme d'études professionnelles peuvent poursuivre après au cégep puis aller chercher une formation supplémentaire, par exemple, dans un programme technique. Donc, ce qu'on voit en haut, c'est les personnes qui avaient une formation professionnelle, mais qui ont continué vers un programme technique. Donc, ce que ces résultats-là montrent, c'est un peu la même histoire, c'est qu'avoir un diplôme d'études professionnelles, sur le plan salarial, c'est avantageux par rapport à avoir un diplôme secondaire général. Puis après, pour ceux qui poursuivent au cégep, ben, ils vont avoir les mêmes avantages que ceux qui ont passé par la formation générale. Donc, autrement dit, la formation professionnelle ne va pas, il va pas y avoir une espèce de désavantage associé à ça pour ceux qui vont au cégep par la suite. Donc, aller au cégep après une formation professionnelle, c'est aussi avantageux, sinon plus que d'aller au cégep sans avoir fait une formation professionnelle. Donc, il y a vraiment des passerelles là, entre les niveaux. Ce qui est intéressant dans cette étude-là, c'est que ce patron-là, en fait, se répétait dans tous les secteurs d'activité. Donc, la formation professionnelle pouvait représenter des avantages significatifs sur le plan des salaires. Puis ça, c'est une autre manière. Là, ce que j'ai présenté à date, c'était plus des résultats d'études scientifiques, mais il y a aussi des informations qui ont été compilées dans les médias là, qui montrent qu'il y a plusieurs formations professionnelles qui offrent des salaires vraiment avantageux dès la graduation. Donc, il y en a une trentaine, je pense, là, qui ont été répertoriés où les salaires qui sont offerts dès l'entrée en emploi sont plus élevés que le salaire médian au Québec. Donc, tout ça pour dire que les résultats qu'on a obtenus qui montraient un avantage, ou en tout cas au moins sur le plan salarial de la formation professionnelle, ça semble se répercuter aussi ou se trouver dans d'autres études sur le sujet aussi. Puis là, bien, la question qui nous restait après tout ça, c'était pourquoi la formation professionnelle est aussi rarement choisie ou choisie toujours en dernier recours, même si ça peut présenter des avantages pour les jeunes qui ont un intérêt là, pour ce type de formation puis de carrière-là. Bien, c'est sûr que la première chose, c'est que les formations professionnelles, globalement, les représentations sociales de la formation professionnelle sont plutôt négatives. Ça, c'est documenté aussi. Il y a certains travaux qui ont été réalisés, notamment auprès du public en général, mais aussi auprès des personnes en formation professionnelle qui viennent montrer que, là, ici, il y a une citation d'un élève en formation professionnelle qui le montre bien. Là, je pense que c'est moins bien vu une formation professionnelle. Le monde poche, c'est le monde poche à l'école qui se ramasse là. Donc, il y a un peu cette idée-là que tu ne vas pas là à moins que tu es obligé d'y aller, là, qui est très présente chez plusieurs, en tout cas qui est très répandue, disons, comme idée. Puis en fait, ce type de vision-là ou de perspective sur la formation professionnelle a été étudié dans des études comparatives à l'international. Puis c'est documenté que ce type de formation-là est plus stigmatisé et moins prestigieux dans des pays qui ont un historique anglo-saxon, disons que dans d'autres types d'économies où les formations professionnelles et les métiers manuels peuvent être vraiment plus valorisés. Donc, en Europe du Nord, notamment, c'est des types de trajectoires qui sont beaucoup plus populaires, qui sont bien vus globalement et qui donnent accès aussi là, à des métiers intéressants. Donc, il y a quelque chose au niveau des croyances ou des perspectives ou des représentations sociales qu'on a de la formation professionnelle, je pense, qui ne facilitent pas ou qui font en sorte que cette voie-là ne va pas être choisie par certains jeunes avec l'idée que ben, c'est ça, c'est pas prestigieux, puis tu vas pas là, à moins que tu n'aies vraiment pas le choix d'y aller, parce que le reste, ça va être mieux, puis ça peut être un cul-de-sac ou ce type de croyance-là est quand même assez répandu. Ça vient avec un niveau d'estime plus faible pour le travail manuel comparativement au travail qui est plus intellectuel. Donc, dans la même étude aussi, on documentait qu'il y a souvent une sous-appréciation des apprentissages qui peuvent être faits autrement, des autres manières d'apprendre plutôt par la pratique que par une formation qui est davantage formalisée ou théorique. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est présent chez nous aussi.
Juste par rapport à ça, il semble avoir un certain mouvement qui se fait depuis un certain temps. Je pense que c'est entre autres en raison de la situation de pénurie de main-d'œuvre qu'on vit actuellement. Il y a certaines tendances sur le plan du marché du travail à revisiter un peu comment on voit les apprentissages justement qui peuvent être faits d'une autre manière que par des formations plus formelle là, via le système éducatif. Donc, il y a des mouvements qui incitent les employeurs notamment à évaluer les compétences des gens qui ont pu être acquises via la pratique ou l'expérience et non seulement via les diplômes au moment là, de faire les embauches. Et il y a aussi, ça c'est au niveau de certains États américains, ils ont complètement revu les critères d'embauche pour leur fonction publique pour revoir si les diplômes qui étaient exigés étaient toujours congruents avec le poste. Donc, il y avait des espèces de phénomènes qui étaient observés où, quand on affichait un nouveau poste, bien là, il y avait une exigence de diplôme universitaire qui pouvait apparaître, alors que la personne qui occupait le poste en ce moment, puis admettons qu'elle allait prendre sa retraite, n'avait pas de diplôme universitaire. Là, tout d'un coup, il y avait comme les gens vont davantage à l'université, ben c'est comme si ça fait en sorte qu'on demande de plus en plus de diplômes universitaires ou de collège pour des emplois qui ne requièrent pas nécessairement des habiletés qui sont acquis de cette façon-là. Donc, il y a une tendance quand même là, qui se développe à revoir puis revisiter aussi nos pratiques d'embauche parce que ça peut être une manière de privilégier les personnes qui ont obtenu des diplômes peut-être au détriment de personnes qui n'en ont pas et pourtant qui pourraient être tout à fait compétentes là, pour effectuer un travail donné. Et ces représentations sociales négatives-là sont probablement aussi entretenues dans notre société parce que les personnes sans diplôme postsecondaire ne sont pas très bien représentées dans les différentes instances décisionnelles un peu partout, là, dans différents milieux importants. Puis en recherche aussi, nous, dans nos travaux de recherche, avec la Chaire Myriagon notamment, on essaie d'inclure de plus en plus des jeunes avec nous dans les projets de recherche de toutes sortes de façons, mais c'est toujours plus difficile d'avoir des jeunes qui n'ont pas nécessairement des niveaux d'éducation avancés. Puis je pense que cette tendance-là se reflète dans vraiment plusieurs types de milieux. Donc là, je vois le temps qui avance. J'avais comme plein d'autres choses à vous raconter, mais je pense que je vais peut-être arrêter ici pour ouvrir la discussion, mais peut-être juste un autre aspect. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais si jamais il y en a qui ont des questions là-dessus, je pourrais y revenir. Mais un autre aspect il y a vraiment une différence de genre importante là, au niveau de l'accès aux carrières intéressantes, rapides. Donc, notre fameuse trajectoire axée sur l'insertion rapide en emploi était vraiment beaucoup plus accessible pour les jeunes hommes que les jeunes femmes qui étaient dans notre étude. Donc, il y a toute une question aussi autour des dynamiques de genre. Fait que s'il y a un intérêt pour ça, je pourrais en parler davantage, mais là, je ne vais pas m'étendre là-dessus, même si j'avais plein de beaux matériels à vous présenter. Je pense que j'avais sous-estimé le temps que ça prendrait pour passer au travers de tout ça. Mais peut-être un dernier point sur lequel je pourrais finir, c'est que donc, il y a probablement des changements à faire là, sur la manière dont on conçoit les formations professionnelles au Québec en ce moment, parce que ça peut peut-être bloquer certaines voies qui seraient intéressantes pour des jeunes à cause de la manière qu'on a de se les représenter. Mais aussi, ça va être important de voir un peu comment tout ça évolue avec le temps, parce qu'il y a énormément de changements, de chamboulements qui sont à prévoir sur le marché du travail, pas seulement à cause de la pénurie de main-d'œuvre, mais aussi il y a l'intelligence artificielle qui va arriver, puis l'espèce de calcul entre quel type de formation peut être le plus avantageux va être susceptible de beaucoup changer aussi dans les prochaines années, les prochaines décennies, parce que à quel point le monde de l'emploi va changer, ça risque d'affecter différents types d'emplois de façon variable, puis peut-être en particulier les personnes qui ont des formations universitaires. Donc, c'est un autre aspect là, important à considérer parce que ça risque de déstabiliser beaucoup le monde du travail dans les prochaines années, puis ça va influencer probablement aussi la manière dont les jeunes vont penser à leur choix de carrière là, au moment de la transition du secondaire vers le post-secondaire. Donc, pour finir, je pense à date, moi, la manière dont j'intègre tous ces résultats-là, c'est que c'est important de valoriser toutes sortes de transitions que les jeunes peuvent emprunter pour réussir à atteindre leurs objectifs de vie.
Il faut offrir plus d'accompagnement aussi. Là, quand je présente la typologie de trajectoire, qu'on voit qu'il y en a vraiment plusieurs qui ne sont pas satisfaisantes. Il y a plusieurs jeunes pour qui l'insertion, c'est difficile. Je pense qu'on peut faire mieux de ce côté-là. Ça prend une mobilisation de systèmes en éducation, c'est sûr, dès le secteur jeune, puis secteur adulte aussi, là, tout au long des trajectoires, en fait, que les jeunes aient un vrai choix, puis puissent vraiment décider le type de parcours qu'ils veulent suivre par la suite. Puis après, ben, il y a probablement aussi une évolution au niveau des pratiques en emploi, là, comme on a peut-être pu voir un petit peu vers la fin. Puis finalement, ben, s'adapter aux transformations qui s'en viennent aussi dans le monde du travail. Je pense qu'on va être tous et toutes touchés par ça prochainement. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Merci tout le monde d'avoir écouté cette présentation-là. Puis j'ai surtout hâte d'avoir l'occasion d'en discuter plus avec vous.